bien, chers consoeurs, chers confrères, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir au deuxième symposium organisé par le Conseil provincial de l'Ordre des médecins de Bruxelles et du Brabant wallon, dans ce superbe cadre du château de Genneval. Dans ces temps assez troublés au niveau politique général et au niveau économique, notre pays et par là même son service des soins de santé sont également dans la tourmente. Afflux de réfugiés, augmentation du nombre de gens dans la précarité, demande de plus en plus insistante de la part des patients, ils veulent tout de suite. Tous ces phénomènes entraînent une marchandisation des soins. C'est pour ces raisons que ce symposium parlera des patients et médecins face à une logique marchande des soins. Je remercie le journaliste Thierry Gordon qui sera le modérateur de ce symposium et je passe la parole au docteur Jacques McKills qui fut la cheville ouvrière de ce symposium et qui va vous détailler le contenu de celui-ci et vous présenter les orateurs. Merci. Je dirais, mes amis, je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est réconfortant de vous voir aussi nombreux un samedi matin de février. Février est un mois particulier parce que c'est un mois où germent les grandes idées. Il fut nommé d'ailleurs par les révolutionnaires germinal. L'offre et le financement des soins de santé soulèvent des choix et des débats importants quant au système de soins. Offre publique, offre privée, les prestataires de soins et les bénéficiaires ne peuvent éluder la logique et l'efficacité marchande. Comment éviter les inégalités et l'injustice, la dérive vers une commercialisation, voire une médiocrité? Je me suis permis de reprendre les titres récents des choix éditoriaux de deux grandes revues médicales, le British Medical Journal et le New England Journal of Medicine. Comme vous le verrez, ces titres sont autant de questions fondamentales, éthiques, qui se posent aux soignants et aux soignés, aux professionnels des soins, aux conseillers, aux décideurs et aux exécutants politiques. En juin 2016, dans la ville néerlandaise de Nijmegen, durant une semaine, 40 orateurs ont parlé d'innovation pour la médecine. Engineering, architecture électronique, applications de toutes sortes. À juste titre, le patient devrait être à l'honneur. Mais qui a parlé des soins aux patients? Ou du moins notre compréhension actuelle de ceux-ci? Personne. Tic-tac, pour combien de temps en avez-vous encore avant que le temps ne s'arrête définitivement? Rassurez-vous, votre espérance de vie est de 80 ans, de 83 ans si vous êtes une femme. Mais si on tient compte de votre style de vie, de votre génétique, de votre lieu de vie, l'horloge de la mort, car, vous le savez, vous n'échapperez pas à la marche du temps qui, tel un fantôme, vous épouvante avant de vous échapper, la terrible horloge de la mort s'arrêtera, selon les lieux, entre 89 ans, ce qui est peu probable, mais ce qui est beaucoup plus probable, elle s'arrêtera à 67 semaines, selon le lieu. Oui, la vie est éphémère. Imaginez une planète où vous arrivez par hasard, la planète éphémère des 67 semaines. Vous croyez être seul, et comme je n'aime pas la solitude, vous me rencontrez à la 66e semaine. Vous me demandez, comme le petit prince de Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton qui ne mange pas ma seule rose. Mais imprévoyant, je ne pense pas à dessiner une cage pour le mouton.
Le seul rendez-vous sûr et certain est notre rendez-vous avec la mort et la souffrance. L'homme, le seul animal qui sait qu'il va mourir, disait André Malraux. Mourir, c'est un petit éclair doré dans le sable du désert, disait le petit prince. En attendant, il faut trouver un lieu d'asile. Les soins de santé dans un monde interdépendant. Le système de santé non performant, voire nul en un seul lieu de la planète, est une menace pour nous tous. Exemple très simple, la tuberculose actuellement multirésistante, la poliomyélite qui reste épidémique dans beaucoup de pays, le sida, le virus de l'Ebola. Ces questions que l'on se pose, on se les pose, ne datent pas d'hier, ne datent pas d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous intervenir? Nous avons besoin effectivement d'innovateurs capables, inspirés, adroits, développés, en qui on peut avoir confiance, des innovateurs courageux, optimistes et volontaires. Sous pression. Nous sommes certes sous l'empire du temps, même s'il n'existe pas, mais surtout nous sommes sous l'empire domestiqué par la rentabilité immédiate. Nous devenons des investissements, des ressources, des producteurs de soins. Les soignants ont rejoint dans le budget la ligne ou la colonne des investissements rentables. Une ou des nouvelles expressions épidémiques menacent l'humain soignant que nous sommes, c'est la déchirure du sens. La déchirure du sens. Cette sorte d'accablement, comme une fièvre obsidionale, s'accompagne d'une souffrance fondamentale, une souffrance essentielle, c'est la souffrance éthique. La souffrance éthique, ne nous trompons pas, il ne s'agit pas d'une maladie, ce n'est pas médecin en détresse, arsénaute, ce n'est pas un naufrage. Cette souffrance éthique, c'est le réveil, c'est la résistance, c'est la colère d'une conscience. La question est comment ne pas s'éparpiller dans l'ambiance extérieure, comment rester au contact de soi-même, au contact avec soi-même, sentir sa présence à soi. Le déclin des soins compréhensifs associé à un hospitalisme particulier, ce titre se passe effectivement de commentaires. Mais que faire? Il faut certainement s'intéresser davantage aux aspects socio-économiques de la santé, c'est-à-dire au milieu, aux circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, travaillent, vieillissent. Paul Farmer, qui signe cet long article de la santé, des soins de santé exceptionnels, entre guillemets, des Américains, Paul Farmer, je vous l'invite à le lire. Il est professeur de médecine à Harvard, travaille dans un hôpital académique et a une longue expérience à la tête d'une ONG à Haïti. Paul Farmer dénonce une certaine médecine néolibérale. L'émancipation de sa pensée pourrait être appelée une médecine de libération, comme on appelait dans le temps la théologie de la libération en Amérique du Sud. Les États-Unis restent et demeurent un des seuls pays développés à ne pas ou à ne plus être dotés d'un dispositif qui garantisse un accès universel aux soins. Le financement privé des soins de santé représente pourtant plus de 20% du produit national brut.
Et Farmer écrit, les structures d'oppression et les causes sociales de la maladie se sont révélées constituer des problèmes toujours plus graves au fur et à mesure que le monde de l'entreprise envahissait davantage le domaine de la santé. Un autre titre, les mythes du marché. Les États et les marchés doivent vivre ensemble, mais ça veut dire qu'ils sont de véritables frères siamois soudés. Vous ne pouvez pas faire du marché sans l'État. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un billet d'$1. D'habitude, j'en ai souvent en poche. Il est marqué d'ailleurs que sur le billet du $, In God we trust. C'est comme si on se demandait bien ce que Dieu ou Satan pouvait bien faire dans $1. Ça veut tout de même dire que le veau d'or est toujours debout. Il y a aussi une odeur particulière du $. Vous savez, c'est une odeur qui est faite de poudre et de sang. Un État est un marché soudé, une société tout entière livrée aux puissances d'argent ou d'or et au désir de parvenir. C'est la misère ou le luxe. Cela ne vous rappelle rien? Déjà Zola dans Germinal l'écrivait. Et l'impassible passé, même du XIXe siècle, cet invincible passé est là, je pense, encore sur les genoux de notre avenir. Un système économique qui écarte les plus vulnérables est inacceptable, est une régression, une déshumanisation. Je vous invite d'ailleurs à lire ce très long article 7 fois. Vraiment lire 7 fois ce long article. Ça veut dire une lecture herméneutique, aussi compliquée et inattendue qu'une analyse des codes génétiques avec ses structures dominantes et dominées, ses codes génétiques avec une structure dominante et dominée, ses dérèglements et ses libéralisations du marché, où l'instabilité d'un concurrent humain est obtenue par ce qu'on appelle actuellement un lock-in ou un kidnapping. Et cela vous rappelle peut-être, mais moi ça me rappelle des anciennes histoires comme les guerres du Péloponnèse où Athènes et Sparte se disputaient l'hégémonie marchande de l'ensemble du monde grec. Votre mémoire se souvient effectivement de la belle Hélène. Kidnapping, locking la belle Hélène. Elle était pourtant plus belle qu'Aphrodite. Hélène, épouse de Mélénas, roi de Sparte, enlevé par Paris, prince troyen. Donald Trump, que vous connaissez tous bien maintenant, bien qu'il ne courtise pas l'histoire européenne, ne l'a pas escamoté. Il carambole une mythique tragique. La guerre de Troie n'est pas finie. Notre incapacité, je dirais, collective à renverser l'inégalité est au cœur de l'indécision, de la sauvagerie, du malaise global ou mondial. Ce titre d'incapacité immorale n'épargne pas les personnalités juridiques ou morales aussi conformes que l'Ordre national des médecins. La Déclaration universelle des droits humains de 1948 demeure fragile, est discutée, remise en cause, comme en témoigne actuellement l'interprétation de plus en plus étroite des droits des réfugiés et des demandeurs d'asile. Le système de santé belge, où la plus grande partie, 75% du financement est public, 10% du produit national brut, et l'offre un mélange public et privé non commercial, reste-t-il soutenable? L'objectif essentiel
reste à l'évidence un système de soins de qualité accessible à tous. Ce système est-il menacé par une privatisation, voire une dénationalisation à visée commerciale insidieuse? Avons-nous la capacité de nous renouveler, d'améliorer notre système médico-mutualiste et de développer une éthique adaptée et solidaire? Les prestataires de soins, certains les nomment les producteurs de soins, ne risquent-ils pas d'être enrôlés, abandonnés dans des systèmes stratégiques affairistes qui s'imposent à eux? Certaines stratégies juridiques, sinon parajudiciaires, ne créent-elles pas naïvement un climat éthique rassurant? L'idée de protection d'un marché et des patients est paradoxale. Aporétique, disent les philosophes. Ce matin, nous avons l'occasion d'entendre des personnes engagées, compétentes dans leur domaine, remarquables car ils ont depuis longtemps surmonté la tentation politique de l'autoréférentialité. Il est important dans nos discussions de reconnaître les dons des uns et des autres, être capable d'entendre, être capable d'apprendre, questionner, communiquer, analyser, ausculter est la raison d'être, le sens de votre participation à cette matinée. Merci. Merci, docteur Marc Doms et Jacques Makils, pour vos propos. Je vous souhaite à mon tour la bienvenue à toutes et à tous. C'est un plaisir et un honneur de vous compter aussi nombreux dans la salle et d'animer pour vous ce symposium organisé sous l'égide du Conseil provincial de Bruxelles et du Brabant wallon de l'Ordre des médecins autour de la logique marchande des soins. On entend régulièrement parler de stress, de burn-out, de la chute de la démographie médicale, d'où des déserts médicaux où le risque sanitaire est constant pour des populations désormais en rupture d'égalité d'accès aux soins, ainsi que de profondes inégalités sociales en matière de santé. De plus en plus de prestataires, médecins et autres personnels de santé se plaignent de leurs conditions de travail, mais aussi d'une marchandisation des soins qui détourne des moyens du juste soin. Certains, je les cite, dénoncent un système de santé infiltré par l'industrie pharmaceutique jusqu'au sein même des facultés. À côté de cela, beaucoup de gens découvrent des contrats d'assurance low cost proposés au sein des entreprises. La nécessité de souscrire à une surcomplémentaire pour bénéficier d'un éventail plus large de qualité de soins, mais aussi de médecins, aux mains d'organismes assurantiels devenus les maîtres du jeu. Ces réseaux de soins, leur remboursement différencié, n'ouvrent-ils pas la voie à une marchandisation de la santé? Un crédit pour vos dépenses de santé ou de bien-être. Depuis quelques années déjà, des banques maintenant proposent également des emprunts destinés à financer des soins dentaires ou autres. Il y a bientôt 40 ans, en 1978, la conférence d'Alma-Ata adoptait une déclaration sur les soins de santé primaires. Celle-ci visait à l'accès de tous à un niveau de santé acceptable, avec des valeurs comme justice sociale, droit à une meilleure santé, participation et solidarité. La déclaration d'Alma-Ata, rappelons-le, réaffirme que la santé, qui est un état de complet bien-être physique, mental et social, est aussi un droit fondamental de l'être humain, que l'accession au niveau de santé le plus élevé possible est un objectif social extrêmement important. Ne l'oublions pas. Alors si dans l'ensemble les populations sont aujourd'hui en meilleure santé, plus prospères, et elles vivent plus longtemps, les progrès réalisés demeurent profondément inégaux. Au vieillissement, aux effets d'une urbanisation, d'une mondialisation mal gérée, s'ajoutent des effets souvent pervers de la mondialisation sur les systèmes de santé, à commencer par la ponction des ressources humaines dans certains pays,
au bénéfice des plus riches, des systèmes de santé massivement sous-financés, des politiques de soins qui se concentrent sur quelques questions bien particulières, tandis que les systèmes de santé, eux, semblent dériver d'une priorité à court terme à une autre. Ceci a notamment pour conséquence un certain laisser-faire en matière de gouvernance qui a permis l'éclosion d'une marchandisation incontrôlée de la santé, dénonce l'OMS. Qu'en est-il de la sagesse éthique ? Pourra-t-on conjurer le risque de surenchère vers le moins-disant éthique ? Il y a des principes intangibles, le respect de la vie, de la dignité humaine, sans discrimination aucune ni de prix. Et ces principes intangibles sont parfois aujourd'hui remis en question. En principe, ils ne devraient pouvoir changer au gré de l'évolution des sciences et des techniques. Pour d'aucuns, la marchandisation des corps, l'émergence de nouveaux marchés qui répondent à la loi de l'offre et de la demande, la libéralisation des soins, tout cela résulte de l'augmentation des inégalités sociales. Cette déshumanisation atteindra-t-elle aussi la médecine ? Telles sont les questions que tentera de lever ce symposium. Cela pose des questions à la fois de fond, philosophiques, sociales, juridiques, médicales, éthiques, même déontologiques, sur l'évolution du rapport entre la médecine et l'humain. Le fait que des pratiques médicales se développent aujourd'hui en dépit du serment d'Hippocrate pose aussi problème. Dès lors que le risque existe, que la médecine ne traite plus l'humain comme un humain, mais comme un objet, et se rende complice de pratiques qui portent atteinte à l'intégrité du corps et à la dignité humaine. Pour terminer, je citerai encore l'exemple de Gami. Gami, c'est cet enfant né en Thaïlande, vous ne le connaissez pas, d'une mère porteuse en août 2014, puis abandonné par ses parents génétiques australiens, après qu'ils eurent découvert qu'il était trisomique. Un exemple révélateur. Nous n'avons pas payé pour avoir un enfant anormal, ont-ils déclaré, pour justifier leur refus. Par ces propos, ses parents disent ouvertement ce que beaucoup pensent. Place maintenant à ce symposium qui s'annonce les plus intéressants. Et aux premiers orateurs de cette matinée, les docteurs Inger et Roland, qui vont nous parler des politiques pour un accès à des soins hippocratiques de qualité. Le docteur Jean-Pierre Inger est professeur de santé publique et travaille à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. Il est diplômé de l'Université libre de Bruxelles, de l'École de santé publique de l'Université d'Harvard, de celle de l'ULB, de médecine tropicale. Il s'est intéressé de longue date aux systèmes de santé locaux et à leur développement en Amérique latine et en Afrique. Il a une connaissance de base du Swahili, tout en étant un expert largement reconnu des politiques de santé publique et de développement des réseaux de soins intégrés dans de nombreux pays, et cela pour de nombreux organismes et l'Union européenne. Le docteur Michel Roland, médecin de famille, préside avec brio depuis maintenant 4 ans déjà l'organisation non gouvernementale Médecins du Monde en Belgique. Celle-ci soigne les personnes les plus vulnérables. Michel n'a jamais cessé de défendre la nécessité ni l'urgence d'une vraie politique de santé globale accessible pour tous dans les grandes villes. Membre et chercheur de la Fédération des maisons médicales, il est le fondateur de la maison médicale Santé Plurielle de Saint-Gilles. C'est un grand défenseur de l'approche médico-sociale. Il est aussi collaborateur scientifique de l'École de santé publique de l'ULB, a été maître de stage, professeur au département de médecine générale, le CUMG de l'ULB. Et maintenant, c'est à eux que nous donnons la parole pour les écouter avec grand intérêt. Chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être avec des centaines de professionnels qui mettent pendant toute leur vie leur intelligence au service de la santé des autres. Avant de commencer, je voudrais faire une petite mise au point. En fait, cette présentation est celle de 2 médecins qui viennent ici à titre strictement individuel, et ce qu'ils vont dire, Michel et moi, n'engage en rien nos institutions académiques. Alors,
cela étant dit, le sens de soins hippocratiques que vous retrouvez dans le titre de cette présentation se réfère principalement à un article. Dans toute maison que je serai appelé, dit le serment d'Hippocrate, je n'entrerai que pour le bien des malades. On pourrait compléter en disant « et non pour le mien » si on ne veut pas faire dire une tautologie à Hippocrate. Alors, une autonomie professionnelle suffisante, condition clé à des soins de qualité. Il y a des raisons pour lesquelles il faut une liberté suffisante dans la décision clinique et dans la relation avec le patient au médecin. En réalité, une grande partie de vos activités ne sont pas standardisables. On ne peut pas standardiser la communication, ni la gestion de la relation avec le patient, le savoir-être, les habiletés manuelles et comportementales. On ne peut pas standardiser l'éthique, on ne peut pas standardiser la réflexivité, c'est-à-dire l'effort que l'on fait toute sa vie durant pour tirer parti de ses erreurs. Les erreurs sont normales, mais ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas essayer de ne plus les refaire. Et finalement, pour autant qu'on soit partisan, comme c'est notre cas, des soins de santé biopsychosociaux, avec ces 3 dimensions, et pour autant qu'on soit partisan de soins centrés sur le patient, eh bien on ne peut pas non plus prétendre à des soins hyper standardisés. Trisha Greenhalgh, dans un article d'il y a 2-3 ans dans le British Medical Journal, disait que la médecine basée sur les preuves est en crise. Les guidelines sont conçus souvent à des fins commerciales, ils sont souvent inadaptés à la comorbidité et leur grande quantité est devenue ingérable. Alors ça ne veut pas dire qu'on puisse s'en passer, mais que les zones grises de la reconnaissance représentent une proportion importante des situations cliniques. Tout ça fait que vous avez besoin d'autonomie dans votre travail, de liberté. Voilà, je vais prendre le relais puisque nous allons nous partager la parole, Jean-Pierre et moi. La Belgique est donc à un tournant. Et ce tournant, il a déjà été évoqué à plusieurs reprises au début de cette matinée. Ce tournant, c'est un chemin qui est pris vers la commercialisation du financement des soins de santé. Or, pourtant, notre pays a une grande tradition de discussion paritaire, que ce soit au niveau professionnel ou interprofessionnel, au niveau des discussions entre patrons et syndicats, mais que ce soit aussi au niveau des soins de santé, les discussions qui se passent au niveau de la commission médico-mutualiste. Le but étant d'arriver à un consensus qui respecte toutes les parties prenantes dans l'intérêt des patients et de la population. Or, aujourd'hui, cette base qui fonde notre système de santé, hérité de l'après-guerre, est vraiment en danger. Je cite 3 raisons parmi d'autres. D'une part, le fait qu'il y a un projet actuellement en chantier, pas abouti, mais qui vise à fusionner toute une série de structures, l'INAMI, le SPF, peut-être plus, l'Institut de santé publique, le KCE, tout ça est dans l'air. Deuxième raison, à un niveau international et européen, c'est que la Commission s'immisce dans les politiques nationales de santé. Or, le traité de Rome a bien souligné la subsidiarité de certaines matières, dont le social et la santé. Et enfin, on parle maintenant du fait que l'équilibre de la sécurité sociale est dépendant de certains paramètres, de certains objectifs qui doivent être atteints au risque de réajustement financier. Qui va profiter de cette commercialisation, de ce détricotage de notre système de soins basé sur la médicomute? Certainement pas les patients et les médecins, mais évidemment des assureurs commerciaux privés qui ont des moyens, de grands moyens, pour développer un lobby efficace auprès des décideurs, notamment européens. Faut-il vous rappeler qu'à Bruxelles, il y a entre 20 et 30 000 lobbyistes, la plupart accrédités, dont au moins quelques milliers
qui s'occupent de matières de santé, notamment les lobbies pour les firmes pharmaceutiques, mais aussi pour les assureurs privés. Bref, de services qu'ils étaient, les soins que nous prestons et que nous presterons encore dans l'avenir risquent de devenir des marchandises. Soins, relations de communication, d'aide, un service, une marchandise, un produit commercial à vendre et à acheter. Comment est financée notre sécurité sociale? On en a déjà un petit peu parlé. La base, c'est la coexistence de 3 piliers. Et on assiste aujourd'hui à un détricotage de certains piliers pour le renforcement des autres. Le premier pilier, la sécurité sociale, héritée justement de l'après-guerre, dans une visée d'assurer à tous l'accès aux soins de façon équitable, avec des conditions d'accès généralisées. Ce premier pilier, donc, est en voie d'involution par risque de sous-financement. On vient d'en parler. Et ce premier pilier est public, dans la mesure où il dépend en quelque sorte, pas entièrement, mais il dépend de l'État. Il y a une organisation étatique. Il est collectif. La collectivité est totale. C'est toute la communauté, c'est toute la Belgique. Et on sait que notre système parvient à assurer les soins à plus de 99% de la population, si on en laisse certains de côté. Il est solidaire dans la mesure où il est basé sur le fait qu'au plus on dispose de moyens, au plus on cotise, mais au plus on est malade, au plus on reçoit de soins. Et il est général. Le deuxième pilier, ce sont les assurances groupes. Les assurances groupes sont privées, mais elles sont aussi basées sur une collectivité solidaire, mais plus locale. Par exemple, les employés, les travailleurs d'une entreprise. Et ce deuxième pilier est peut-être en voie d'individualisation, alors qu'actuellement, c'est surtout l'aspect collectif de groupe qui prédomine. Le troisième pilier, ce sont les assurances privées, dont le développement est totalement achevé aux États-Unis, en Hollande, en Suisse et en Australie, avec les conséquences dont Jean-Pierre va vous parler dans les diapos qui suivent, en plein développement en Belgique. Et c'est un système qui est bien sûr privé, mais qui est individuel, actuarien, c'est-à-dire que le risque n'est pas réparti sur un ensemble collectif, mais individualisé, donc de manière à ce qu'on puisse calculer exactement la prime, et fatalement, c'est un système totalement local. Alors, quelles sont les conséquences que l'on peut attendre des transformations que Michel vient d'esquisser? Je vais reprendre quelques acteurs pour voir ce qu'ils peuvent en attendre et commencer par le gouvernement. Qu'est-ce qui va se passer en cas de commercialisation du financement des soins de santé? On va tendre vers un système comme celui des États-Unis. Et ce qui est frappant, c'est que, si vous voyez la ligne rouge qui vient d'apparaître à l'écran, les seules dépenses publiques aux États-Unis sont plus importantes que le total des dépenses de santé publiques et privées de pays comme l'Italie, l'Espagne, le Japon, etc. En réalité, en Europe, les seuls pays qui dépassent ce seuil, c'est la Suisse et la Hollande, qui ont déjà largement engagé leur système de santé dans cette évolution, et l'Allemagne. Alors, que peuvent en attendre les agents économiques? Si vous regardez le diagramme qui se trouve à l'écran, ce que vous voyez, c'est que c'est la ligne bleue. L'accroissement des dépenses de santé aux États-Unis est beaucoup plus rapide que celle de tous les autres pays de l'OCDE. Mais, immédiatement après, on trouve la Suisse et la Hollande. Et ce que vous voyez particulièrement sur le diagramme de droite, c'est que pour la Hollande, c'est la courbe en orange. À partir du moment où, au début des années 2000, ils ont commencé à privatiser les assurances de soins de santé, eh bien, les dépenses de santé se sont envolées.
Et tout ça, ça a un énorme impact économique sur les autres acteurs de la santé. Imaginez ceci. Vous avez un cercle qui représente le PIB de l'Europe. Actuellement, nous avons quelque chose comme 9-10% qui sont consacrés à la santé. Si on passe dans un système comme celui des États-Unis, et je viens de vous montrer avec la Hollande et la Suisse qu'il y a des bonnes raisons de croire que c'est ce qui va se passer, de 9%, nous allons passer aux 18% américains. Et ça, dans un contexte où il n'y a plus de croissance. Il n'y a pas eu de croissance ou peu, 1%, 2%, depuis 15 ans en Europe, et c'est probablement ce qui va continuer à se passer. Donc le cercle, il garde la même taille. Mais vous avez la part des soins de santé qui passe de 9 à 18%. Tous les autres acteurs économiques vont y laisser des plumes, mais ils ne le savent pas. Ils n'ont rien de bon à attendre. Ces autres acteurs économiques ne peuvent pas simplement s'inventer être des assureurs de santé, parce que c'est un métier. Même une entreprise pharmaceutique spécialisée dans les médicaments génériques ne peut pas facilement passer à des spécialités parce que c'est un métier. Les acteurs économiques européens dans cette transformation vont le sentir passer. Alors, qu'est-ce que les patients peuvent en attendre? Vous avez ici des données de l'OCDE qui vous montrent que les unmet care needs, donc les besoins de soins de santé non rencontrés des riches aux États-Unis sont plus importants que ceux des pauvres au Canada, en France, en Nouvelle-Zélande, etc. Et je reconnais, en Suisse et en Hollande aussi, mais à un prix énorme. C'est-à-dire que ces énormes dépenses de santé que nous voyons aux États-Unis n'aident pas à l'accès aux soins de santé. Et alors vous vous demandez, bon, et pour nous médecins, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va discuter brièvement de ce que les généralistes peuvent en attendre et de ce que les spécialistes peuvent en attendre. Ce sont des données qui proviennent d'un rapport sur les revenus des médecins aux États-Unis et qui date de 2014. Pas seulement aux États-Unis, c'était un rapport en général. Et alors ce qu'il disait, c'était que les généralistes hollandais et suisses gagnaient moins que leurs confrères britanniques, qu'au total, le rapport de revenus entre les spécialistes et les généralistes était plus défavorable aux généralistes en Australie, en Hollande et aux États-Unis qu'en Allemagne et au Royaume-Uni. C'est-à-dire que les généralistes vont le sentir passer aussi. Alors, il y a des biais dans ces comparaisons internationales, et en particulier, il y a des problèmes avec les taux de conversion entre le dollar et l'euro, mais ce qui est probablement le biais le plus important pour pouvoir faire des comparaisons internationales, c'est qu'aux États-Unis, vous avez des dépenses de santé et d'éducation qui sont très élevées, parce que le service public est inefficient. Et donc, la supériorité apparente des revenus de certains spécialistes, nous le verrons aux États-Unis, est en réalité mangée par leurs dépenses de santé, leurs dépenses d'éducation et les malpractice insurances. Voyons maintenant ce qu'il en est des spécialistes. Alors que 3 des 4 plus grands marchés d'assurance de santé donnaient à leurs spécialistes les revenus les plus élevés, en termes absolus et par rapport au PIB per capita, les spécialistes suisses gagnaient moins que leurs confrères irlandais, français, britanniques et belges. L'inégalité de revenus entre spécialistes était à son maximum aux États-Unis. Au maximum, on trouvait les chirurgiens orthopédistes, au minimum, les internistes et les pédiatres. Et pour vous donner une idée de ce dont je parlais il y a un instant, le coût des malpractice insurances allait jusqu'à $120,000 par an pour un médecin. C'est énorme. Mais ce que peuvent en attendre à la fois les généralistes et les spécialistes, c'est une perte d'autonomie. Or, on a vu que cette autonomie est un facteur essentiel pour assurer la qualité des soins et l'accès de tous aux soins de santé. Ceci pour plusieurs raisons. D'abord, que
la privatisation des soins implique immédiatement une augmentation du travail bureaucratique en réponse aux besoins de contrôle. Certaines assurances de soins de santé privées aux États-Unis en allant même jusqu'à chronométrer le temps de consultation des médecins, un temps de consultation qui leur est imposé pour être efficace. Aux États-Unis, certains médecins perdent jusqu'à quasiment la moitié de leur temps de travail pour des tâches bureaucratiques. Et on sait ici en Belgique que pas mal de médecins se plaignent de la surcharge administrative qui leur est imposée de plus en plus fréquemment. On sait aussi qu'à côté de la continuité factuelle, c'est-à-dire le fait d'avoir accès aux bonnes informations au bon moment pour prendre une bonne décision, continuité factuelle qui peut être assurée par un bon dossier, éventuellement électronique, il y a quand même une autre continuité, qui est une continuité relationnelle, qui est une continuité individuelle, qui est le fait qu'un médecin et un patient sont unis dans une relation au long cours. Or, avec les assurances privées de santé, souvent les contrats sont de très très courte durée et impliquent une rupture totale de cette continuité relationnelle. En plus, et là en Belgique, une étude du KCE prolongée par la SSMG en 2011 l'a bien montré, c'est que pour avoir du plaisir et donc assurer la qualité des soins, le médecin doit bénéficier de conditions de travail qui lui permettent justement d'utiliser ses habiletés, ses connaissances, sa communication. Et qu'on voit qu'aujourd'hui, avec le temps, les tâches effectuées par les médecins, par exemple les médecins généralistes, sont en diminution alors que le savoir théorique est en constante augmentation. Diminution des habiletés, diminution du savoir-faire, diminution du savoir-être. Dans tous ces cas, ce sont évidemment les médecins, mais aussi les patients qui sont perdants. Après tous ces constats, M. Makils a ouvert certaines portes. Après tous ces constats, est-ce qu'on va conclure tous ensemble que l'évolution est inéluctable et que nous sommes partis dans une direction que nous ne pourrons pas changer quoi qu'il se passe, qui est l'évolution du monde et de notre société mondialisée? Je ne pense pas. On va vous proposer quelques pistes, 4 ici, qu'on va essayer de discuter les unes après les autres, et qui sont des pistes qui relèvent à la fois de l'échelon individuel, chacun peut faire quelque chose, et dans l'échelon collectif, nous pouvons faire encore plus tous ensemble. D'abord, et nous l'avons mis en 1, parce que c'est le cadre de cette journée, mais aussi parce que nous sommes persuadés que c'est là le fondement des leviers de changement, c'est que les professionnels de santé renforcent leur engagement éthique et déontologique. J'en reparlerai un petit peu plus longtemps tantôt. 2, que nous développions un positionnement politique fort. Politique est un mot que les médecins n'aiment pas trop, mais je pense que malgré nous, nous sommes entraînés dans un courant qui fait que nous sommes soumis et que nous devons résister face à une évolution politique qui est défavorable pour la qualité des soins. 3, construire des alliances. Nous pouvons plus tous ensemble en tant que médecins, mais encore plus avec d'autres partenaires qui pourraient avoir des points communs, tactiques, ponctuels, sur certaines évolutions, avec lesquelles nous ne partageons pas nécessairement toutes les positions. Avec les patients, ce sont les premiers alliés potentiels, bien sûr, mais aussi peut-être certains partenaires politiques bien choisis, même les mutuelles, dirais-je, le patronat, les syndicats, pour certains combats que nous pourrions mener pour avancer plus vite. Et enfin, 4e point, construire une communication efficace avec les médias. Les médecins ont trop souvent l'impression qu'ils ne peuvent pas se mettre sur la place publique, qu'ils doivent rester dans un devoir de discrétion qui s'applique tout à fait à la profession et à la qualité de la relation, mais pas au développement du système de santé. Un positionnement politique pour un système de santé, et je reviens peut-être à la juxtaposition des 3 piliers, au détricotage du premier, au renforcement sous certains aspects du second ou du troisième, un système de santé qui reconnaisse et organise le rôle central des médecins et des professionnels. Pas que eux, bien sûr,
la population aussi son mot à dire, et les assurances, mais le rôle central est in fine celui des médecins, puisque ce sont eux qui, in fine, justement, dispensent les soins, qui favorisent un travail interdisciplinaire, ou, pourrais-je même dire plus, transdisciplinaire, qui organise les relations pour construire une connaissance commune. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de modèle disant ça c'est le modèle de l'interdisciplinarité. On peut l'imaginer avec ou sans unité de lieu, on peut l'imaginer avec ou sans télématique. Et ce système devrait justement d'abord permettre une pratique hippocratique des soins, comme l'a dit Jean-Pierre sur la première diapo, c'est-à-dire une pratique qui n'est pas au premier chef une acception commerciale. Et donc, nous devons essayer de renforcer le premier pilier, qui est le seul qui assure à un échelon collectif et général la solidarité et l'équité. Nous devons peut-être essayer de limiter l'individualisation des assurances groupes et nous devons, là certainement, essayer de contrer la progression des assurances santé privées. Positionnement politique veut bien sûr dire engagement politique. Et donc nous devons avoir le désir, la volonté, mais aussi le courage de définir, peut-être de redéfinir les fondamentaux nécessaires au professionnalisme et à l'efficience du système de santé. Développer donc des alliances stratégiques entre organisations professionnelles, partenaires sociaux et politiques, mais aussi une action individuelle. Chacun a des contacts, chacun a une pratique, chacun, nous avons des réseaux relationnels extrêmement étendus et peut-être que cette parole doit être portée à partir d'individus vers du collectif. Un engagement politique qui fait qu'on ne peut plus assimiler, on ne peut pas dorénavant assimiler soins de santé à une marchandise. Et c'est pour ça que les évolutions actuelles dans les traités européens ou transcontinentaux sont extrêmement dangereux dans la mesure où ils organisent l'enseignement, le social, la culture, la santé comme des matières commerciales, malgré la subsidiarité qui dépend du traité de Rome. Et donc, la production de tous ces secteurs sont assimilés à des objets à vendre et acheter dans le cadre d'un marché fait d'adjudication, d'appel d'offres, de respect des règles de concurrence, ce que risquent de devenir nos prestations, nos soins de santé. Je pense que c'est toi. Alors, quelle pourrait être la nature de cette alliance avec les partenaires sociaux? Le danger qui existe de voir disparaître le système de santé et les soins de santé que nous avons connus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale devrait convaincre les médecins et les patients de la nécessité de s'entendre et d'agir ensemble auprès des parties, des institutions multinationales. Donc je pense à la Commission européenne, je pense à l'OCDE, je pense à toutes les agences multilatérales, des instances démocratiques et des médias. Et comme il s'agit d'un danger qui redistribuera les cartes économiques, une grande fraction du patronat lui-même pourrait être intéressée. Je reviens à ce que je vous disais il y a un instant à propos de ce diagramme qui représente le produit intérieur brut de l'Union européenne et dont la part des soins de santé va augmenter au profit des assurances si les transformations se réalisent. Les patrons qui ne sont pas des investisseurs dans ce secteur-là auraient tout intérêt à ce que ce scénario ne se réalise pas. Le problème, c'est qu'il y a une longue tradition de méfiance réciproque, en particulier entre les organisations de médecins et les organisations de patients. Alors, quelles sont les conditions d'une alliance? En fait, c'est que si nous, médecins, nous voulons être irréprochables éthiquement nous devons être irréprochables éthiquement et déontologiquement, si nous voulons une alliance politique avec les patients, pour défendre l'accès universel à des soins de qualité et pour défendre en même temps une suffisante autonomie professionnelle, et aussi si nous voulons être crédibles auprès de l'opinion publique.
Cela demande aussi un engagement éthique, un engagement personnel, je dis néo-hippocratique parce que entre le serment d'Hippocrate et la pratique contemporaine de l'éthique médicale, il y a certainement à tenir compte d'une jurisprudence qui a accumulé beaucoup de connaissances et beaucoup d'engagement. Alors, cet engagement éthique devrait être, et ça c'est quelque chose qui va être perçu immédiatement par les patients, accompagné d'une prestation de soins visant à rencontrer des exigences de soins biopsychosociaux et centrés sur le patient. Si, collectivement, nous nous engageons à donner des soins biopsychosociaux, et si notre pratique individuelle correspond à cela, nous allons gagner en crédibilité et en pouvoir d'action. Et enfin, cette éthique devrait, pour pouvoir évoluer, prendre des éléments d'éthique de santé publique, et tout comme l'éthique de santé publique devrait incorporer des éléments d'éthique médicale. En fait, on devrait tendre vers une espèce d'unification de ces deux éthiques qui ont vécu en parallèle parce que d'un côté, on parlait des soins de santé individuels et de l'autre, des soins de santé collectifs. Mais en réalité, il n'y a pas moyen de faire de la bonne médecine sans faire un peu de santé publique et il n'y a pas moyen de faire de la bonne santé publique sans faire beaucoup de médecine. Ce que beaucoup de spécialistes de santé publique ont tendance à oublier. Une autre exigence consiste à se former la vie durant. Chacun doit être en quête de développement professionnel continu. En cela inclut la formation continue. Et chaque médecin doit favoriser, comme il le peut, une organisation des soins et des services qui vise à la promotion et au perfectionnement constant des professionnels. Ça suppose des transmissions de connaissances des médecins les plus expérimentés vers ceux qui le sont moins. Chacun peut se poser la question de savoir comment est-ce que je peux être utile à des collègues qui sont plus jeunes. En réalité, c'est une condition fondamentale à l'autonomie professionnelle. Chaque médecin peut s'impliquer dans la gestion des soins et des services de santé. Alors ici, je vous donne quelques pistes sur ce qu'il y a moyen de faire. Les médecins peuvent s'occuper de formation continue, de coaching. Le coaching, c'est ce à quoi je me référais il y a un instant à propos de l'encadrement et je dirais de l'appui intellectuel, émotionnel, etc. des collègues plus jeunes. Au travail en équipe, il peut participer à la supervision, à la coordination clinique et gestionnaire, en particulier entre les médecins généralistes et les spécialistes. Il y a là non seulement à développer la communication, mais à prendre des décisions ensemble. On peut participer à l'évaluation. On peut participer à la planification des ressources à l'hôpital en particulier, et on peut faire de la recherche-action et de la recherche opérationnelle. Et tout ça comme exigence déontologique liée à la qualité des soins. En réalité, ces activités non cliniques, les activités non cliniques des médecins devraient faire l'objet d'une nomenclature et être rémunérées. Les médecins devraient travailler en équipe multidisciplinaire et pour cela bénéficier d'une formation continue adaptée, d'un degré de standardisation clinique ajusté, d'une supervision formatrice, c'est le coaching, une évaluation continue bienveillante, des recherches-actions et une satisfaction, tout ça pour donner une satisfaction professionnelle existentielle. Je reviens sur cette notion de coaching qui est à la racine de la transmission intergénérationnelle du professionnalisme. Les médecins expérimentés peuvent donner un appui psychologique et technique à leurs collègues plus jeunes et les organisations professionnelles et les médecins expérimentés pourraient promouvoir l'utilisation de techniques réflexives qui permettent aux médecins de s'améliorer la vie durant en tirant parti de leurs erreurs. Et ici, je voudrais me référer à une initiative que nous avons commencée il y a 25 ans, je crois, qui est en train de s'étendre un petit peu à la base, qui est une expérience de collaboration entre généralistes et spécialistes. Au départ, c'était à César-de-Pape, puis il y a eu une longue expérience à l'hôpital Molière, et puis ça s'est étendu à Saint-Jean, à Saint-Pierre, à Liège
et au nord du pays aussi. Ce sont des expériences qui ont été prises à l'initiative de médecins et qui n'ont pas bénéficié de l'appui des pouvoirs publics, ce qui vous montre qu'il y a moyen de faire énormément de choses sans être payé pour cela. Alors, la formation des professionnels de santé et des médecins devrait être fondée sur la transmission d'une culture. Oups, pardon, je suis en train d'empiéter sur mon ami. Ça c'est moi. Oui. Voilà, donc effectivement, on est arrivé au niveau de la formation. La formation, c'est beaucoup plus que la formation de base et la formation continue. Ça fait référence à une notion dont on a déjà parlé, le développement professionnel continu, qui effectivement inclut cette formation, mais qui essaye aussi de promouvoir toute une série de valeurs et qui ne réduisent pas la pratique médicale à la mobilisation de compétences, donc les compétences telles qu'elles sont définies par l'idéologie managériale. Donc on est là beaucoup plus loin qu'au niveau d'une simple acquisition de compétences qui permettrait et qui ne permettrait que de répondre de façon très pragmatique et de façon très, très utilitariste à certains problèmes de santé très circonscrits présentés par les patients et la population et dans une visée, dans une optique effectivement uniquement managériale. On est vraiment là au niveau de la transmission d'une culture hippocratique de la pratique médicale. Transmission d'une culture, de nouveau, chacun peut, au travers de sa pratique, mais aussi à travers d'échanges collectifs, y contribuer. Et la formation, et j'ai été pendant plusieurs années formateur justement de ces jeunes médecins généralistes, c'est effectivement du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, mais aussi ce sont surtout des valeurs à utiliser éthiquement et déontologiquement au niveau d'une pratique quotidienne, et aussi une pensée critique, une pensée réflexive et autoréflexive sur la validation de ces connaissances. Ce qui veut dire que les enseignants devraient avoir ces qualités multiples qui sont celles du clinicien, de l'enseignant et du chercheur. L'éthique professionnelle, on y revient, c'est vraiment une des conditions, pas suffisante, mais nécessaire pour arriver à une autonomie professionnelle. Ça relève d'un véritable combat, relevant à la fois de l'échelon individuel, mais aussi collectif. Les organisations professionnelles, comme celle à laquelle nous sommes présents ici aujourd'hui. Des principes traditionnels, ancestraux, hippocratiques, enracinés dans une pratique d'aide et de soins, mais qui évoluent et qui s'appuieraient justement sur des jurisprudences pour prendre en compte aussi, par exemple, le rôle actif des citoyens et des malades. En conclusion, je vais vous lire ces quelques phrases et puis je conclurai de façon plus informelle. Les médecins doivent agir sur de multiples fronts. Une action commune avec les organisations de patients dans les services de santé pour créer de la confiance. Une action politique commune entre médecins et patients pour peser sur les politiques de santé. Promouvoir des systèmes de santé qui mettent en leur centre le professionnel de santé. Initier des débats visant à promouvoir et actualiser l'éthique médicale. Soutenir une organisation sanitaire qui favorise le travail en équipe, l'éducation plutôt que la formation à des compétences et à la réflexivité. On dit parfois qu'il faut penser globalement pour agir localement. De même, je pense que nous sommes obligés aujourd'hui de penser le long terme pour agir en cet instant. Les politiques de santé hippocratiques, c'est de bas en haut qu'il faut les penser, en relation avec les médias et tous les partenaires potentiels. Et c'est dès maintenant qu'il faut les concevoir et les promouvoir si l'on ne veut pas que l'on décide pour les professionnels qui, in fine, sont quand même les responsables des décisions cliniques. Nous voilà donc arrivés au bout de la présentation. Nous avons voulu vous faire passer plusieurs messages que nous espérons vous faire partager. 1. La privatisation des soins de santé est en marche.
le courant se renforce et s'insère dans une politique générale qui transforme progressivement les services en marchandises, en ce compris les soins, occupés de devenir des produits insérés dans un marché d'offres et de demandes. 2. Cette évolution n'est pas bonne, ni pour la santé individuelle, ni pour la santé collective, ni pour les patients, ni pour les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, ni pour la santé publique, ni pour l'économie de la santé. Mais des moyens et des solutions existent pour s'opposer à cette évolution désastreuse. 1. Continuer, renforcer et actualiser l'approche médicale hippocratique qui est la nôtre, qui nous a construits et qui nous guide au quotidien dans nos pratiques. 2. Développer des alliances stratégiques fortes pour contrebalancer les alliances stratégiques fortes qui œuvrent dans les directions que nous refusons de suivre. 3. Travailler chacun de son côté et tous ensemble au travers de plaidoyers et d'actions concrètes au maintien d'une sécurité sociale de services publics qui assure la solidarité, l'égalité et l'équité entre tous les citoyens. Merci. Merci, Dr Inger Roland, pour votre exposé, très intéressant. Écoutons à présent le deuxième exposé de ce symposium du Dr Bernard Anson. Celui-ci va nous parler du concept d'une médecine normalisée, l'evidence-based medicine, et la prise en charge des malades, avec cette question de fond, quelle relation médecin-patient? Le Dr Bernard Anson est interniste hospitalier, il est médecin, mais aussi docteur en philosophie, option bioéthique de l'ULB. Sa thèse avait porté sur le malaise du médecin dans la relation médecin-malade postmoderne. Il est encore professeur à l'université de Mons en sociologie de la santé. Il participe aussi à des enseignements bioéthiques et d'éthique médicale à l'ULB, l'université de Namur et l'université catholique de Lille. Docteur Anson, je vous invite à venir prendre la parole. Merci de votre invitation. Alors, je vais très clairement aborder la relation médecin-malade, donc me passer du social et du politique à ce qui se passe, entre autres, dans l'esprit du médecin. Et la médecine normalisée, la médecine factuelle, en fait, est une médecine qui est guidée par les preuves et qui vise à appliquer de manière rationnelle au lit du malade, dans la décision médicale, les données présentes dans la littérature, en tenant compte des niveaux de preuves. Les meilleures preuves étant fournies par des études randomisées de grande taille, avec des résultats bien tranchés. Toutefois, l'analyse des études, en particulier des matériels et méthodes, montre que les critères d'inclusion des patients excluent une partie importante des patients que nous rencontrons dans la vie réelle, soit parce qu'ils ont des pathologies multiples, soit parce que l'âge ne correspond pas aux définitions de l'étude, et en particulier, pendant très longtemps, les pédiatres ont été obligés d'extrapoler à leurs jeunes patients des connaissances acquises chez les adultes. Ignorer ces études, c'est évidemment tomber dans ce que Scullier et Lafitte ont appelé la médecine antifactuelle, dans un article de 2008, où ils mettaient en évidence l'utilisation fréquente de doses élevées et inutilement toxiques de cisplatine. L'utilisation de niveaux de preuve, où les moins bonnes sont d'ailleurs les recommandations consensuelles d'experts, ces niveaux de preuve doivent nous aider non seulement à identifier les recommandations que nous pouvons suivre,
mais également doit nous pousser à nous interroger sur la masse de littérature qui est finalement peu utilisable. La nature des preuves, mais aussi le type de sponsoring de la société savante qui rédige les recommandations et l'influence des sponsors et l'utilisation des niveaux de preuves sont des analyses qui doivent être faites, et il y a d'ailleurs des grilles d'analyse de la qualité des bonnes pratiques cliniques. Alors cette pratique basée sur les preuves, en fait, est une pratique qui doit être relativisée. À l'époque où la thrombolyse était le meilleur traitement de l'infarctus du myocarde, eh bien, j'ai posé le problème suivant à un ardent défenseur de la médecine factuelle. Un philosophe dirait qu'il s'agit d'une expérience de pensée. Je lui ai demandé, un patient arrive avec un infarctus aigu, est-ce que tu vas le thromboliser? Il me répond évidemment. Ben, moi aussi, je thrombolisais. Et puis, je lui dis, mais tu fais le diagnostic de l'infarctus aigu et le patient te dit que 2 jours auparavant, il a présenté une hémorragie digestive et qu'il a un ulcère dans l'estomac au fond duquel on voit une artériole et il y a un caillot. Est-ce que tu le thrombolises? Évidemment non, je ne le thrombolise pas. Et donc, cet ardent défenseur de la médecine factuelle retirait au patient le bénéfice d'un traitement prouvé au nom d'un raisonnement parce que, et j'ai encore été regardé avant-hier, il n'y a pas d'études randomisées portant sur la thrombolyse de l'infarctus chez des gens qui ont fait une hémorragie juste avant. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que la médecine factuelle est inutile, mais ça veut surtout, je pense, nous rappeler que la pratique médicale n'est pas l'exécution automatique d'un algorithme, mais implique un travail de nature artisanale qu'il faut revendiquer comme tel. Il est vrai que l'exécution automatique des recommandations semble protéger les médecins d'un procès en responsabilité. Ils ont fait ce qu'ils devaient. Mais si on y regarde plus près, cette croyance mérite d'être examinée parce que, je l'ai dit tout à l'heure, sur quelles études se basent les guidelines, quelle était la population immédiatement utilisée dans cette étude, est-ce que mon patient correspond vraiment à cette population? Est-ce que mon patient n'appartient pas à un sous-groupe identifié après la réalisation de l'étude? C'est-à-dire, déjà, c'est une analyse de sous-groupe a posteriori. Vous savez que c'est une connaissance qui a moins de valeur que l'étude selon le protocole a priori. Est-ce que mon patient n'appartient pas quand même à un sous-groupe pour lequel ce traitement est plus risqué? Et ce premier devoir du médecin, qui est de traiter les patients, eh bien, ce devoir ne s'efface pas s'il n'y a pas de recommandation. Il est navrant de s'entendre dire qu'on ne peut pas prescrire un traitement parce qu'il n'y a pas de recommandation qui disent qu'il faut le faire. Or, c'est une remarque que l'on entend de plus en plus souvent, particulièrement de la part de jeunes médecins. Comme si le fait d'avoir grandi entouré de garde-fous rendait difficile le fait d'en sortir. Peut-être même, d'ailleurs, l'abondance de ces garde-fous rend le concept même de sortie des garde-fous et des guidelines impossible. L'habitude de la sécurité intellectuelle empêcherait-elle d'affronter l'inconnu, d'inventer des traitements sur base de la littérature, certes, mais en extrapolant à des situations précises et parfois imprévues des connaissances bien établies. Le danger de cette démarche est de se demander de la démarche qui consiste à ne penser la médecine qu'à travers l'exécution de recommandations. Le danger de cette démarche, c'est de se demander quelles recommandations on doit suivre. On a appris que le nombre de recommandations explosait et elles ne disent pas toutes la même chose. Un autre danger pour nos patients, c'est que nous ayons tendance à faire entrer
le patient à frottement dur dans une case, dans une catégorie fréquente, un peu comme celui qui fait un puzzle et qui a une pièce qui correspond à peu près et qui force la pièce, qui distord le morceau de carton pour lui attribuer une place qui n'est finalement pas la sienne. Ensuite, la plupart des guidelines se présentent comme des algorithmes, alors que la pensée humaine ne fonctionne pas du tout comme cela. Le médecin travaille de manière massivement parallèle quand il aborde un patient. Et il va interpréter d'emblée la paume des mains rouges, la coupe rose faciale, les taches rouges en forme d'étoile du front, l'aspect verdâtre des conjonctives, l'odeur de foie cru et la courbe particulière de l'abdomen distendu par l'acide. Certes, un diagnostic différentiel existe et doit être fait, mais la seule inspection de ce patient nous oriente déjà vers un diagnostic précis sans que l'on doive suivre un algorithme avec de multiples nœuds de décision. Enfin, les recommandations sont nombreuses et souvent citées, et par exemple, un article de février 2017 paru dans les Annales de biologie clinique de Paris, Wattin, Wills et Augereau examinent les recommandations de la haute autorité de santé française en ce qui concerne le dosage de la vitamine D chez les insuffisants rénaux. Il y a 2 recommandations, une de 2012 et une de 2013, qui prennent des positions extrêmement différentes. Et les auteurs critiquent ces recommandations et concluent que ni l'argumentation ni l'indépendance éditoriale des rédacteurs de ces recommandations ne permettaient de les appliquer sans arrière-pensée. Alors, cette médecine où on veut faire entrer de force les patients dans des cases est une médecine qui est rapide, qui est peu individualisée et surtout qui présente un danger. Et nous devons garder à l'esprit le fait que de temps en temps, les patients sont inhabituels. On peut comprendre les mécanismes intellectuels et psychologiques qui mènent à cette démarche de ne plus oser traiter un patient en dehors des recommandations, parce qu'elle donne l'illusion de la sécurité, c'est tout à fait vrai, mais la pression aussi est grande pour un médecin qui se tient sur ses gardes de rester à l'intérieur de ce qui est connu et fréquent. Et peut-être notre système d'éducation médicale trop agressif et trop peu bienveillant, où la compétition est valorisée plus que la coopération, peut-être que notre enseignement de la médecine a pour effet de favoriser cette approche du patient. La peur de lancer une hypothèse inhabituelle et de se voir moqué par le patron ou les collègues est paralysante. Et un homme passionnant qui est Matthew Crawford, qui est un homme qui a fait des études de sciences politiques et de philosophie aux États-Unis, qui a travaillé dans un think tank à Washington pendant 6 mois, et puis il a claqué la porte et il est devenu mécanicien de moto, et il écrit dans un bouquin que je vous invite à lire, L'éloge du carburateur. C'est une réflexion de nature philosophique sur ce qu'est le métier d'artisan. Et en fait, il écrit, je le cite, « La routine universitaire habitue les jeunes gens à accepter comme un état de choses tout à fait normal le décalage entre la forme et le contenu, les représentations officielles et la réalité. » Au contraire, pour reprendre une notion chère à Karl Popper, une idée a d'autant plus de chances d'être fertile, d'être riche, quand elle est différente. Même si, en fin de compte, elle s'avère être fausse, parce qu'elle aura exigé de tous qu'on réfléchisse le problème d'une nouvelle manière. Une idée inhabituelle va toujours être choquante, mais elle va faire avancer les arguments et elle va nous empêcher de sombrer dans la pensée automatique. Cette pensée automatique, si vous me permettez cet oxymore bien dans l'esprit du temps,
et j'imagine, et je l'espère, était le moteur qui a fait refuser aux hommes ostéoporotiques le bénéfice d'un traitement auquel les femmes, elles, avaient droit, sous prétexte que les études n'avaient été réalisées que chez les femmes, puisque chez les femmes ménopausiques, l'incidence de l'ostéoporose est plus importante que chez les hommes, qui d'ailleurs ne sont pas ménopausés, puisque parfois il y a une andropause. Et donc, cette démonstration d'un effet favorable était plus facile chez les femmes. Et donc je pense que c'est cet automatisme de pensée qui a dit attention, c'est uniquement chez la femme que c'est prouvé, donc on n'accorde pas le traitement aux hommes. Je n'ose imaginer qu'il s'agit d'un sophisme qui servait à refuser un traitement et que ce refus était motivé par la seule économie. L'esprit humain ne réfléchit pas systématiquement à fond chacun des problèmes qui se posent à lui, et il utilise cet esprit humain des heuristiques, qui sont des raccourcis de pensée, qui sont très habituellement efficaces, mais qui sont piégeants dès qu'on sort de la routine. Un bel exemple est donné par cette étude belge portant sur des prisonniers en Belgique, auxquels on imposait un régime enrichi en certains acides gras. Interrogés sur l'aspect éthique ou non de leur étude, les auteurs avaient dit qu'ils ne voyaient pas où il y avait un problème, puisque les prisonniers avaient donné leur consentement libre et informé. Libre quand on est prisonnier, la routine de pensée avait fait oublier l'article 90 du Code de déontologie, publié le 1er janvier 1975, qui stipule que l'expérimentation sur l'homme bien portant n'est admissible que si le sujet est majeur, on retrouve encore le problème des enfants, en situation de donner librement son consentement, ce qui n'est pas le cas d'un prisonnier, et dans des conditions de surveillance médicale de nature à faire face à toute complication. Le fonctionnement de l'esprit humain induit, comme l'a bien montré James Reason dans son ouvrage sur l'erreur humaine, une tendance lourde à vouloir retrouver l'inconnu, à vouloir ramener l'inconnu au connu, à ignorer les avertissements qui disent que ici, chez ce patient-ci, quelque chose fait que l'habituel cesse d'être pertinent. Une stéatose hépatique diagnostiquée à l'échographie peut en effet s'avérer être une tuberculose hépatique ou une hypogranulomatose de nature allergique. Simplement, ce que voit le radiologue qui fait l'échographie, c'est un foie hyperréflectif, dont la stéatose est statistiquement la première cause. Il faut donc percevoir que ce patient qui présente cette histoire clinique-ci sort de la routine, et donc il faut à ce moment-là sortir des heuristiques, mais il faut peut-être dans l'enseignement de la médecine, défendre consciemment le concept qu'il est moins grave d'énoncer dans une discussion 10 hypothèses qui s'avéreront fausses que de taire une bonne idée. Dans l'Union européenne, une maladie est considérée comme rare si elle frappe moins de 5 personnes sur 10 000. Ça veut dire que cette maladie frappe dans notre pays 5 000 patients. Alors les maladies rares sont rares, c'est vrai, mais elles sont très nombreuses. Je pense que la base de données Orphanet en dénombre de l'ordre de 7 800. Pas toutes avec une prévalence de 5 pour 10 000, et 44% d'entre elles, d'ailleurs, n'ont pas de prévalence bien publiée. There are more things in heavens than there are dreams in our philosophy. Il existe plus de choses sous les cieux que de rêves en notre philosophie, dit Hamlet. Pour ne pas reconnaître une histoire inhabituelle est peut-être aussi l'expression de l'orgueil du médecin, qui estime savoir tout ce qui est important. Savoir tout ce qui est important surtout, mais mieux connaître que les autres sur sa propre spécialité. Démesure, auraient dit les anciens. Une cirrhose chez une dame qui dit ne pas boire n'est pas toujours éthylique,
Et quand cette patiente fait une insuffisance rénale aiguë, ça peut être une maladie de Wilson. Il est très triste d'entendre certains patients à l'histoire médicale longue et difficile vous dire qu'enfin ils ont eu l'impression d'être écoutés, que leur histoire singulière a été prise en compte. Alors, dans cette démarche intellectuelle, avec ses failles, qui est la démarche du médecin, eh bien, à penser en termes algorithmiques, nous mettons notre propre avenir en jeu. À penser en termes algorithmiques, la réflexion médicale devient extraordinairement simple à dupliquer par un ordinateur. Et si nous nous comportons mentalement comme des ordinateurs, il n'y a aucune raison de ne pas nous remplacer par des ordinateurs. On sait que certains pilotent déjà des voitures automobiles, même si le reflet du soleil que l'ordinateur a oublié de rapporter à l'endroit où, à cette heure-là, il aurait dû se trouver dans le ciel, eh bien, même si le reflet du soleil fait que parfois, l'homme qui a fait trop confiance à l'ordinateur se retrouve décapité. Le remplacement des intellectuels par des ordinateurs est d'autant plus aisé qu'ils fournissent une pensée tout aussi formatée que les machines. L'organisation de la carence médicale, d'ailleurs, pourrait éventuellement avoir pour but de rendre la situation intenable, de telle manière qu'il faudra en effet remplacer les médecins qui ne pourront plus assurer les mêmes tâches qu'auparavant. Regardons les autres pays, déjà des techniciens formés font des tas d'actes techniques qui, chez nous, sont réservés aux médecins. Une médecine de guidelines est une médecine qui empêche les mauvais médecins de faire de la très mauvaise médecine. Mais son danger majeur est de paralyser la pensée médicale, dont la tâche majeure est d'appliquer ici et maintenant sur ce patient-ci les connaissances en général obtenues sur des populations bien définies. Je prends l'exemple de la fibrillation auriculaire. Le score Tchad-Vasque, décompensation cardiaque, hypertension, âge supérieur à 70 ans, diabète, antécédent d'AIT ou d'AVC, maladie artérielle, âge entre 65 et 75 ans, sexe féminin, va nous donner ce score. Il suffit d'introduire, et d'ailleurs vous avez des calculateurs dans vos ordinateurs, vous introduisez ces chiffres-là, ou des réponses oui-non, et vous avez le pourcentage annuel de risque de thrombose cérébrale. Mais il y a des patients qui peuvent saigner. Alors, c'est simple, on bascule sur une autre page et on a le score Hasbled qui nous définit le risque de saignement, ce qui nous permet de comparer les avantages et les inconvénients du traitement. Pourquoi faudrait-il être médecin pour remplir ces valeurs dans ce calculateur et décider d'un traitement anticoagulant ou pas? Si nous faisons de la médecine comme des ordinateurs, nous allons être remplacés. Et nous allons être remplacés par un ordinateur qui, lui, ne va pas être fatigué après une nuit de garde et il ne va pas avoir l'esprit perturbé par une rupture amoureuse. Donc en fait, si nous faisons cette médecine-là, les ordinateurs seront probablement plus efficaces que nous. Il n'est évidemment pas question pour moi de défendre ici une médecine vaudou où on pense que les sons d'un didgeridoo vont guérir toutes les affections digestives, ni de penser que jouer sur les hormones pour amener celles-ci au taux qu'on avait à 20 ans va effacer de notre corps les dommages laissés par le temps ou supprimer le passé de raccourcissement des télomères. La médecine aidée par les ordinateurs a suscité de grands espoirs, parfois déçus, comme la lecture des mammographies où les lectures aidées par les ordinateurs sont finalement moins efficaces que les lectures par des radiologues expérimentés. Et je cite ici un article de 2007 paru dans la Gazette médicale de la Nouvelle-Angleterre. Le raisonnement médical est massivement parallèle, je l'ai dit, et s'apparente plus à la résolution d'un labyrinthe qu'à la poursuite d'un algorithme déterminé. Nous poursuivons plusieurs pistes à la fois, d'autant plus d'ailleurs que le nombre de journées qu'on peut consacrer
à un patient sont plus chichement comptés. Nous voyons donc que si les ordinateurs peuvent remplacer les médecins pour appliquer mécaniquement les recettes des recommandations, ils ne peuvent pas, de manière efficace, se lancer dans une réflexion multi-axiale qui explore en même temps diverses branches du dédale. Par contre, ces ordinateurs nous ont amené une révolution dans l'accès à l'information qui est comparable à celle de l'imprimerie. L'imprimerie qui a rendu inutile le fait de connaître par cœur les livres lus. Il suffit de se souvenir que dans tel livre, on peut trouver tel type de connaissances, on peut sortir le livre de la bibliothèque et l'ouvrir. C'est ce type-là de compagnonnage que nous devons avoir avec les ordinateurs et avec les recommandations issues de la médecine factuelle. La médecine basée sur les preuves nous fournit un cadre intellectuel pour le diagnostic et le traitement des patients. Mais tout comme le juge, je sais que les juges sont parfois méprisés par les politiques actuellement, mais enfin, c'est un des fondements d'une société civilisée. Et tout comme le juge qui examine une affaire est responsable de la manière dont la loi, ici particulièrement, va être appliquée. La loi est là, mais son application dépend de l'analyse pour ce prévenu-ci que le juge va faire des actes et des motivations qu'on reproche à l'individu qui se trouve devant le juge. Le travail du médecin voit s'ouvrir deux voies devant lui. Soit l'application sans risque ni subtilité des recommandations, soit un travail où, éclairé par la littérature, à laquelle il aura un accès plus aisé, il va proposer une ou plusieurs attitudes au patient et choisir avec son patient, en fonction des caractéristiques et des choix personnels de ce dernier, l'attitude qu'ensemble ils vont adopter. Le patient continuerait alors à être vécu comme une personne et se sentirait respecté. Le médecin, lui, conserverait le respect auquel a droit tout bon artisan qui, le soir, se couche avec la satisfaction du travail bien fait. Je vous remercie. Merci, docteur Anson, pour cet excellent exposé, très intéressant et qui met le point de doigt sur les vrais enjeux de la médecine aujourd'hui, la relation médecin-patient, qui reste fondamentale, ne l'oublions jamais. Voilà, avant de vous inviter à prendre une bonne tasse de café ou de thé, je voudrais faire passer un message. Il y a plusieurs véhicules qui seraient garés en contresens près de la brasserie de l'hôtel, ici tout près, et qui doivent être évacués impérativement avant 11h sous menace d'être emportés. Donc je vous invite, si vous êtes dans le cas, à bouger votre véhicule et à le garer. Merci.